Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Dans ce qu'on venait de voir. Alors. Donc, vous me posez la question de savoir d'où vient l'arnaque. Oui, justement. D'où vient l'arnaque parce que là on est. Je voudrais pas vous couper. Nous sommes toujours ensemble, hein, Dr Amon Kofi. Je voudrais quand même comprendre puisque là, on part d'une volonté d'investir dans le pays pour aboutir à des accusations de financement du terrorisme. Oui. Je vois Jonathan. Oui, une seconde. Je vois Jonathan qui veut peut-être dire un mot avant de retourner à vous. Oui. C'est intéressant parce que Bachir, on a la version de M. Amon Kofi. Oui. M. Amon Kofi. Jonathan, ton micro, je t'entends pas bien. Nous avons la version de M. Amon Kofi. M. Amon Kofi, il nous a proposé une version que nous avons suivie. Je vous entends de loin. Alors. D'accord, le temps juste de faire un ou deux réglages au niveau du micro. Oui, j'entends M. Bachir. D'accord. Est-ce que là c'est mieux? Monsieur Amon Kofi, vous nous entendez là maintenant? C'est bon, vous avez... Oui, là je vous entends. Très bien. Oui. Merci pour votre présentation. Tout à l'heure, vous avez exposé les faits, votre version. Et nous devons avoir aussi un peu d'équilibre parce qu'il faut bien que vous puissiez vous défendre face à vos accusateurs. Alors, nous avons réussi à avoir la version de monsieur le procureur. C'est monsieur Agbonon Richard, vous vous souvenez? Agbonon Richard. Oui. Et dans sa version, il raconte que le problème était le message SWIFT. MT103, qu'il dit être erroné, que la Barclays Bank, qui est la banque émettrice, ne reconnaîtrait pas. Il dit que vous avez cité un ensemble de chefs d'inculpation pour lesquels vous avez été interpellé, mais selon lui, et c'est ça qui est intéressant, il dit que vous avez été interpellé pour faux en écriture privée de commerce et tentative d'escroquerie. Terrorisme, tous les autres faits, il semble ne pas les citer. Nous avons recueilli sa version à partir du site Kouassi. C'est un site sur la Côte d'Ivoire qui est un peu fiable. Donc nous avons recueilli sa version. Nous avons recueilli sa version. Pour lui, nous répétons encore, pour lui, vous auriez été inculpé pour les faits de faux en écriture privée, faux et usage de faux en écriture privée de commerce et tentative d'escroquerie. Lui, voilà ce qu'il dit. Alors, monsieur Agbonon Kofi, d'après les témoignages qui n'ont pas été contestés par l'auteur, parce que ses propos sont entre guillemets sur le site, il n'a jamais contesté les faits, sinon ça ne figurerait plus. Il n'a jamais cité le terrorisme et tous les autres faits. Comment vous expliquez que la version du procureur soit un tout petit peu différente de la vôtre? Très bien. Pourquoi le procureur tend cette version à la presse ivoirienne qui est différente de la vôtre? Ok. Mais la question elle est très belle, hein. Mais là où je vais répondre à la question. D'ailleurs, la version du procureur a été contestée puisque j'ai eu, vous allez peut-être que pas sur les réseaux étatiques de Côte d'Ivoire, mais vous avez une conférence de presse des avocats, le docteur Julien Kofi. Cette conférence de presse-là a été animée par Maître Koulibaly et Maître Quadio, qui les représentent, qui ont publiquement interpellé les Ivoiriens ou la Côte d'Ivoire de ce qui se passait. Et cette conférence de presse-là, elle a eu lieu 2 jours après que le procureur ait fait sa conférence de presse. Alors, chers messieurs, il faut prendre en compte que quand la conférence de presse a été exécutée, quand ça a été fait par les avocats,
cette conférence de presse a été signifiée à la RTI et à des journalistes. Donc, si vous allez plus loin dans votre développement, vous allez voir que le même procureur a écrit aux journaux de Côte d'Ivoire pour dire qu'il ne voulait pas que des gens écrivent encore sur cette affaire, que cette affaire était complètement verrouillée. Donc, ces messages-là existent aujourd'hui sur la toile. Alors, cela signifie, si je vous ai bien compris, Dr Ramon Kofi, ça veut dire qu'à la suite de ce qu'a déclaré le procureur, vous avez entamé d'autres démarches qui ont révélé la vérité aux yeux des Ivoiriens. Mais la vérité existait en fait. Oui, mais elle semblait être masquée. Et ouais, la vérité existait. Oui. Alors, justement, en répondant à sa question, je vais juste parodier, en répondant à sa question. Les fonds ont été transférés sur le compte du notaire. Oui. D'accord. Dans le cadre d'une opération immobilière, vous demandez à votre notaire, qui est celui qui achète le terrain, de recevoir les premiers fonds. Donc, quand les fonds ont été transférés sur le compte du notaire, c'est le notaire qui a écrit à sa banque. On est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Le notaire écrit à sa banque en disant j'ai reçu de l'argent pour ma cliente d'ici immobilier, qui n'est pas Dr Kofi Amon Julien, c'est une société qui s'appelle d'ici immobilier. Et cet argent-là, c'est pour financer une opération immobilière. Le courrier est fait partie des éléments que vous avez montrés tout à l'heure à l'écran. Oui. Alors, je crois que c'est le premier. Deux choses l'une. Voilà, deux choses l'une. Pour que moi je sois inculpé de faux et usage de faux, il lui fallut que ça soit le compte soit à moi déjà. Oui. Il lui fallut que ça soit moi qui écrive le courrier. Exactement. Il lui fallut que ça soit moi qui transfère le SWIFT à ma banque. Mais le compte il n'est pas à moi. Le compte il est au notaire. Donc à quel moment j'ai fait le faux et usage de faux? Pire, le notaire est acquitté dans le cadre de cette affaire. Donc, pour que je fasse du faux, il lui fallut que ce soit moi qui fabrique le SWIFT, que je remette au notaire et que le notaire puisse le déposer à sa banque. Dans ce cadre-là, je peux être accusé de faux. Mais le bailleur qui a envoyé son argent dans le cadre de la procédure, le bailleur était présent pendant le jugement. Oui. Le bailleur était présent, il avait 2 avocats pendant la procédure. Et c'est le bailleur qui nous a transféré le SWIFT lorsque les fonds ont été virés de leur compte, ils nous ont transféré les fuites. Donc, le notaire n'est pas accusé, le bailleur n'est pas accusé, pourtant il est bien présent, son représentant est en prison, il était en prison avec nous, et c'est moi qui suis accusé de faux. Je ne suis ni mêlé au document qui a été envoyé, j'ai reçu un paiement, un virement, dont la preuve du paiement est le SWIFT qu'on m'a transféré et que j'ai remis à la banque. Donc en quoi est-ce que je suis concerné à ça? Mais pire, je vais même aller plus loin, c'est pour ça que je vous disais que la vérité était là, à l'origine. Dans les documents que sûrement on vous a transférés, vous avez une convention où je suis censé payer des commissions. Est-ce qu'on peut payer une commission sur l'argent qui n'est pas arrivé? Non. Est-ce que je suis censé financer du terrorisme si je n'ai pas reçu d'argent? J'achète les armes avec quoi? Alors, vous avez compris que la réponse de votre question se trouve dans les questionnements que je pose. Je vais même aller plus loin. Alors, on peut arrêter sur l'image, la dernière image que vous avez proposée. Le code QR ou celui-là, le code QR. Code QR, oui. Alors, vous prenez votre téléphone de là où nous sommes actuellement sur le plateau. Oui. Vous scannez le code QR qui est là. Oui. Scannez-le. Et quand vous scannez ce code QR là, vous avez l'information qui est à l'intérieur de ce code QR. La question, c'est que si moi, Dr Kofi, je suis capable de fabriquer un code QR afin de codifier un document bancaire, donc chaque fois qu'on le scanne, nous envoie sur le serveur de Barclays ou le serveur de Dutch ou le serveur de Swift, c'est que je devais être décoré. Oui.
On est d'accord? Oui. Mais là où je vais vraiment attirer votre attention sur le fait où je me suis posé la question que comment un procureur de la République peut venir s'asseoir à un journal de 20 heures et dire de tels mensonges. Super. Je me suis posé la question. Oui. Oui. Moi j'avais la réponse. Mais aujourd'hui, je continue de me poser la question. Alors, pour vous qui aviez la réponse, puisque justement c'est une question qu'on devrait poser, et je crois que Jonathan a failli même rebondir là-dessus, il dit, ben ça dit que c'est grave là. Oui, c'est justement là le sens de la première question. Voilà. Alors, le procureur, non seulement ne va pas donner les faits dans l'exactitude, oui. Il va retenir de l'information, oui. Il va désinformer. Oui. Bon, ça mène à une question. Quel est l'intérêt du procureur? Parce que, oui. effectivement, il y a un détail dans la procédure qui nous a un peu inquiétés. Oui. C'est que s'il y a effectivement faux en écriture oui. de commerce et de banque, pourquoi est-ce qu'on vous vu demande que des les fonds commissions? ont été virés Oui. dans le compte du notaire, le notaire aurait été un co-accusé. Tout à fait. Mais le procureur dit bien que le notaire a été élargi. Oui. Pourquoi avoir élargi un complice si c'est le faux en écriture? Et pourquoi vous avoir demandé de reverser certaines commissions si vous aviez justement ça? Quel était l'intérêt du procureur? Très bien. Ben, en fait, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que nous sommes arrêtés le 20 mai. On est arrêté le 14 décembre 2020. Retenez bien cette date. Nous sommes transférés à la MACA le 18 décembre 2020. C'est-à-dire 4 jours plus tard. Ensuite, pendant que nous sommes à la MACA, on reçoit des gyrophares, des conseillers, des gens qui viennent me rendre visite, qui viennent négocier les commissions en prison. Jusqu'au jour où je dis, j'arrête de parler tant que je suis prisonnier, tant que je reste prisonnier. Oui. Le 18 décembre 2020, au 31 décembre 2020, on m'annonce que je suis censé sortir de la prison. Je sors de la prison. Écoutez bien, hein, je sors avec le notaire, mon conseiller, et il garde en otage le représentant du bailleur. Le représentant du bailleur qui, lui, s'est retrouvé dans une affaire où il n'a pas demandé parce que, en fait, il a été juste celui qui a vu nos projets et qui nous a dit qu'il avait rencontré des investisseurs quand il est parti à la Mecque. Il allait nous mettre en relation. Nous, on lui a tout simplement demandé que si tu veux prendre notre dossier pour envoyer à des investisseurs à l'extérieur, il faudrait qu'il te donne un mandat. Et c'est comme ça que le bailleur lui a fait un mandat. Donc, de facto, il devenait leur représentant. Voilà le seul tort que le jeune Tebili Michel a eu, c'est qu'on lui a demandé d'avoir un mandat. Ça a causé sa mort. Alors, nous sommes sortis de prison. Tebili est resté en prison. Et bien, on est sorti le 30 décembre 2020. Ah, vous étiez au nombre de combien quand vous dites nous sommes 4. Il y avait moi. Oui. Il y avait le notaire qui est Oui. passé en prison. Oui. Il y avait un conseiller, mon conseiller, celui qui m'a aidé à faire les déclarations d'entrée de fonds. Et il y avait le jeune Tebili qui, lui, était le représentant du bailleur de facto. Nous sommes sortis tous les 3 et Tebili est resté en prison. Alors, là où ça devient intéressant, on sort en 2020. Toute l'année 2021, le procès est parti en renvoi. On ne peut pas juger le procès. On ne peut pas juger. Ils n'ont pas de preuves pour juger. Ça part de renvoi en renvoi, renvoi en renvoi, toute l'année 2021. Toute l'année 2020, au mois de février, le bailleur décide de faire venir un autre représentant et exige que l'affaire soit jugée. Si nous avons fait du faux, on est condamné. La preuve, son représentant est toujours en prison. Si on n'a pas fait du faux, son représentant doit sortir. Oui. La justice ivoirienne reprend, est obligée de nous juger. Et c'est là où ça va être intéressant. Et là, la juge elle sort un jour et dit oui, mais moi, je n'ai pas les éléments nécessaires pour trancher cette affaire.
Je vais confier l'affaire à un expert international qui va aller faire une enquête et qui va venir éclairer ma cour pour nous dire si ces documents-là sont faux, si l'argent est arrivé, oui ou non. Oui. Et le bailleur dit que, bon bah, si c'est le cas, prenez un expert international et c'est moi qui paye. La juge, par ordonnance, donc le document que vous avez montré là, c'est une ordonnance de la procédure. Oui. Par ordonnance, la juge fait une ordonnance et désigne un expert international. L'expert international prend son ordonnance et puis à la page 27 de son rapport qui fait 400 pages, il dit ceci. Pour être le plus impartial possible, je n'ai pas posé la question aux différentes parties. Je suis allé chez SWIFT à Bruxelles avec mon ordonnance et je leur ai demandé de me transférer les éléments électroniques du transfert, de ce transfert le 26 mai 2020. C'est écrit dans le rapport. Donc, SWIFT lui transfère les éléments électroniques. Il prend les éléments électroniques et à cette page-là, il va falloir qu'on reste sur cette image. Il ne faut pas qu'on bouge sur cette image-là. Quand il rentre à Abidjan, il prend le SWIFT original que le juge lui a donné, ce que Maître Assalé lui a confié, qui fait l'objet du faux, et il prend les données électroniques du système SWIFT et il cherche les comparatifs. À la page 28, il écrit ceci. Nous avons trouvé 23 occurrences dans les données de la plateforme SWIFT dont les 4 codes principaux uniques à chaque transaction SWIFT qui permettent d'identifier et d'authentifier l'authenticité d'un message SWIFT, à savoir le tracking code, le transfer reference number, le SWIFT input reference, le SWIFT output reference, qui confirme la transaction et ne laisse aucun doute sur l'authenticité du SWIFT. Je peux relire. Affiché à l'écran. Oui, c'est bien affiché à l'écran. C'est-à-dire que tous ces 4 éléments, je suis avec vous, docteur Armand. Et ne laisse aucun doute sur l'authenticité du SWIFT. Il va même plus bas, juste en dessous de cette page-là. En résumé, il dit au regard des extraits électroniques et de larges indices qui existent, il y a lieu de noter l'effectivité du dit transfert. Ce n'est pas moi qui ai commandé l'expertise. C'est la justice ivoirienne dont appartient le procureur de la République de Côte d'Ivoire qui a commandé l'expertise. Le procureur avait une copie de ce rapport-là. Il ne savait pas lire peut-être. Il avait une copie de ce rapport-là. Et au-delà de ce rapport-là, il a pu venir s'asseoir à la télévision pour dire des choses pareilles. Moi, ma petite idée, je vais vous la donner. Je vous la donne à chaud et en brut de découpage. Vous savez, ils ont eu l'habitude de prendre l'argent des gens et ils ont un verbatim, un verbiage qui est bien rodé. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, avec le phénomène du broutage, tout le monde comprend que quand on dit « Oh, lui là, c'est un brouteur », le pays continue sa vie et puis ils font ce qu'ils veulent avec ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur moi. Et j'ai eu l'occasion de leur dire d'aller jouer ailleurs parce qu'on ne pouvait pas venir jouer ce jeu-là avec moi. Ils ont continué. Au-delà des vérités, au-delà des informations qu'on leur a communiquées, au-delà des réponses que le bailleur a envoyées, chaque fois quand ils ont demandé quelque chose, la seule attitude qui est poussée le procureur à venir s'asseoir pour mentir comme ça aux Ivoiriens,
c'était que moi je sois arrêté ce jour-là, et que je sois enfermé à la Maca, et que Tebili et moi mourions 10 jours plus tard. Et ce que les Ivoiriens allaient retenir, c'était quoi? Un jeune est quitté là-bas en France, il est venu, il a voulu brouter une banque, on l'a attrapé, on l'a jeté en prison, il est mort. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.